Commission des affaires sociales, messieurs les rapporteurs, monsieur le ministre, parce que des millions de salariés et de demandeurs d'emploi sont aujourd'hui dans l'attente, je souhaite sincèrement, monsieur le ministre, que votre texte sur la formation professionnelle tout au long de la vie connaisse plus de succès, en tout cas plus de résultats, que les précédents textes de loi soutenus par votre majorité. Je ne parle pas là du texte sur la banalisation du travail dominical, dont je note, monsieur le ministre, que votre suppléant, le député, notre collègue Jean-Pierre Marcon, dans sa grande sagesse, ne l'a pas voté. Je ne me fais aucun souci de ce côté-là de l'hémicycle. Vous serez beaucoup plus nombreux à soutenir ce texte de loi que vous avez été nombreux à soutenir le texte sur le travail du dimanche qui vient d'être adopté de justesse cet après-midi. Si on reprend aujourd'hui les deux derniers textes que vous avez eu à défendre en tant que ministre, on peut en effet s'interroger et avoir de sérieux doutes sur leur efficacité. Tout d'abord, la loi sur les droits et les devoirs des demandeurs d'emploi, avec le dispositif emblématique de l'offre raisonnable d'emploi qui a été adoptée à contretemps, mesure qui constitue une pression supplémentaire sur les demandeurs d'emploi au moment où l'emploi se raréfie. Fort heureusement, monsieur le ministre, ce texte inapplicable n'est dans les faits pas appliqué. Mais c'est aussi la réforme du service public de l'emploi avec la fusion ANPE-ACDIC que vous avez soutenue pour créer Pôle emploi. Et nous le constatons tous, sur tous ces bancs, aujourd'hui, cette fusion se déroule dans les pires conditions sur le terrain, de façon chaotique, alors que de centaines de milliers de nouveaux chômeurs sont en train d'affluer au Pôle emploi. Et donc, la question qui se pose, comme pour les textes précédents, c'est de savoir si ce projet de loi sur la formation professionnelle tout au long de la vie est bien à la hauteur de la situation économique et sociale, de la crise sans précédent que nous sommes en train de vivre. Nous ne cessons de le répéter depuis maintenant de longs mois, à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Nous avons besoin aujourd'hui, plus que jamais, d'un service public de l'emploi et de la formation qui soit un service public fort. Certes, il y a dans ce texte, et nous l'avons déjà dit, un certain nombre d'avancées, en particulier dans l'accès à la formation des salariés qui en ont le plus besoin. Les salariés peu qualifiés, les demandeurs d'emploi ou les salariés des petites entreprises. C'est vrai, de la création d'un fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels qui sera doté de 900 millions d'euros et qui pourra bénéficier à 500 000 salariés peu qualifiés et à 200 000 demandeurs d'emploi. C'est vrai du principe de portabilité du droit individuel à la formation qui permettra aux salariés de bénéficier de droits acquis pour financer les formations pendant les périodes de chômage ou dans le cadre d'un nouvel emploi pendant une période de 2 ans. C'est vrai aussi des mesures favorisant le tutorat dans les entreprises avec l'augmentation significative de l'allocation pour assurer la formation des jeunes en alternance. Mais en dépit de ces quelques avancées, votre texte manque d'ambition et il n'est pas à la hauteur des enjeux. Tout d'abord, il n'instaure pas un vrai service public d'orientation professionnelle. Deuxièmement, il oublie la formation initiale différée, qui garantit le financement d'1 an de formation continue aux jeunes sortis du système scolaire sans qualification ou diplôme. Troisièmement, ce texte remet en cause la décentralisation, alors que les différents rapports sont en train de paraître sur la réorganisation territoriale et qui appellent à une clarification des compétences entre collectivités, alors que la légitimité des régions en matière de formation est reconnue par tous les acteurs, le gouvernement se lance dans une recentralisation à contre-courant qui aboutira à diluer les responsabilités avec le principe du copilotage État-région. Ce texte, enfin, est lourd de menaces pour la pérennité de l'Association pour la formation professionnelle des adultes, l'AFPA. Les 11 000 salariés de l'AFPA sont légitimement inquiets pour l'avenir des missions de service public qu'ils remplissent au quotidien. Ils voient, dans le transfert des 900 personnels chargés de l'orientation, composante indissociable de la formation, la première étape d'un démantèlement programmé de l'AFPA. Monsieur le ministre, vous qui vous dites pragmatique, vous qui dites vous inspirer dans vos réformes de ce qui marche, eh bien je peux en témoigner, à Saint-Étienne comme partout en France, l'AFPA, cela marche.
Sur 160 000 stagiaires qui passent à l'AFPA chaque année, 70% trouvent ou retrouvent un emploi qualifié à l'issue de leur formation. L'AFPA assure le droit à la formation professionnelle à égalité sur l'ensemble du territoire, un droit à la formation professionnelle accessible à tous et gratuit. L'AFPA et plus largement de nombreux acteurs de la formation professionnelle sont aujourd'hui menacés dans leur existence même par les règles de la concurrence libre et non faussée, et par l'absence, en l'état actuel, de précision sur les conditions de mise en œuvre et le champ d'application de la directive Services. Et je veux en terminer par là. Monsieur le ministre, le grand absent de ce texte est précisément l'articulation entre ce projet de loi et la législation européenne. Nous devons transposer dans le droit français la directive Services d'ici le 28 décembre 2009. Nous avons 6 mois pour le faire. Nous sommes à 6 mois de la date butoir de la transposition et nous ne savons rien des intentions réelles du gouvernement, ou plutôt, nous savons aujourd'hui qu'il n'y aura pas de grande loi de transposition de cette directive. Les services sociaux d'intérêt général assurent dans notre pays une fonction de cohésion sociale, une fonction de cohésion territoriale, dont font partie la formation et la réinsertion professionnelle. Ces services sociaux d'intérêt général aujourd'hui sont soumis au niveau européen aux règles du marché intérieur et de la concurrence, ce qui les met dans une situation d'insécurité juridique intenable. Et donc il faut absolument que le législateur, et ce sera vrai aussi pour ce projet de loi, vise à une exclusion claire et large de ces services sociaux d'intérêt général, dont la formation professionnelle, du champ d'application de la directive Services. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, nous avons déposé un amendement dans ce sens que nous aurons l'occasion de discuter un peu plus tard dans le débat qui va suivre. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Arnaud Robinet.